Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le grenier de l'économie pour ce nouveau vrai JT. On est dimanche 2 février, il est assez tard, j'enregistre, c'est la nuit. Et c'est la nuit parce que j'ai pas mal potassé ces derniers jours. Il faut dire que l'actualité est extrêmement chargée et qu'elle est dominée évidemment par quelque chose qui est majeur et qui est l'épidémie de coronavirus, je vais y arriver à le prononcer sans faire une inversion de lettres, ce qui nous forme un gros mot et c'est pas facile. D'ailleurs, Joubert, ils vendent de l'or. Alors, je vous dis ça au passage, c'est même pas temps pour leur faire de la pub qu'il faut que je vous parle de l'or et je vais commencer justement par ça. Coronavirus, estimer les conséquences et les impacts et comment s'y préparer. C'est très compliqué en fait d'estimer les impacts, de voir les conséquences et c'est ce que nous allons tenter de travailler aujourd'hui. Alors évidemment, pour ceux qui ont suivi un petit peu ces vidéos, j'avais parlé il y a quelques semaines du terme VICA pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc c'était notamment la capacité que l'on peut avoir à réfléchir et à prendre des décisions dans un monde VICA. Et ça s'applique à tous, ça s'applique aussi bien aux dirigeants, aux mamamouchis, aux décideurs politiques, aux décideurs économiques, et puis évidemment, in fine, à vous et moi et à tous les citoyens, puisque nous avons tous à prendre en tant qu'agents économiques, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, des décisions, nos décisions pour la sécurité, notre sécurité, la sécurité de notre famille, une sécurité physique, une sécurité alimentaire, une sécurité sociale, une sécurité physique, ou une sécurité évidemment économique ou patrimoniale. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui est évidemment un concept large. Alors, on va essayer d'estimer tout ça. Je reviens avant tout la semaine dernière, l'or a monté, et l'or a monté pour une raison simple que j'avais essayé d'expliquer dans plusieurs articles que j'ai fait sur le site insolentiae.com, et c'était de dire, c'est pas la peur qui fait monter l'or. Là, vous avez un film qui lui fait très peur, mais c'est pas la peur qui fait monter l'or. Ce qui fait monter l'or, c'est le coût économique d'une contagion, le coût économique d'une épidémie, d'une pandémie. Et ce coût économique, en réalité, il va être combattu avec quoi? Il va être combattu avec de l'injection monétaire. Et cette injection monétaire, elle va entraîner une dévalorisation de votre monnaie. Et c'était ce que je vous expliquais la semaine dernière dans certains articles. Vous verrez, demain, vous allez avoir tous les gros titres, vous allez entendre la Chine, la Banque centrale de Chine qui injecte 1200 milliards de yuan, ça fait quelque chose comme un petit peu moins de 160 milliards de dollars, dans l'économie chinoise, parce que, évidemment, l'économie chinoise ne peut pas supporter naturellement ce qui est en train de se passer, puisque vous avez la Chine qui est tout simplement en train de s'arrêter et de s'éteindre. On en revient à... Et donc c'est pour ça que l'or augmente, l'or augmente sur des craintes, enfin non, même pas sur des craintes, sur des anticipations d'injection monétaire, donc de dévalorisation de la monnaie. C'est ça qui se passe sur l'or. Ne nous trompons pas, la peur n'a rien à voir, justement, c'est pas du tout ce qui fait peur, et c'est pas la peur qui fait monter l'or. Contagion, c'est un très bon film, c'est un film qui date de 2011. Regardez-le, c'est accessible un petit peu partout en streaming gratuitement si vous tapez dans votre moteur de recherche préféré Contagion streaming gratuit VF. Normalement vous serez servi, mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faut évidemment respecter les droits d'auteur et je vous invite à ne pas le faire et à payer votre DVD évidemment comme tout le monde et comme tout bon citoyen. Donc ça raconte, ce film-là, il raconte globalement, c'est assez impressionnant l'histoire de ce qui est en train de se passer. Et vous pouvez également suivre un petit peu comme dans le film, sauf que là maintenant ce sont des outils que nous avons à notre disposition. Vous pouvez suivre, comme vous pouvez le voir sur cet écran, je ne sais pas si ça se voit d'ailleurs très bien à la caméra, mais vous pouvez suivre évidemment en temps réel, c'est l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis qui sort cette carte en temps réel et ce sont des données officielles puisque ce sont les données officielles du gouvernement chinois. Alors, souvenez-vous, ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que les signes noirs, on est condamné souvent à faire toujours trop peu, toujours trop tard. Alors, c'est un petit peu l'impression qu'on a quand on regarde ce qui se passe en Chine, et pourtant, le gouvernement chinois, en dehors de toute idéologie, notion politique, etc., si on se concentre uniquement sur les faits, rien que les faits, on peut quand même voir que le gouvernement chinois utilise ou prend des mesures qui peuvent sembler assez extrêmes.
on a encore annoncé la mise sous quarantaine d'une autre ville chinoise, Wenzhou, qui n'est pas très très loin d'ailleurs à l'échelle de la Chine de Shanghai, la mise en quarantaine de cette ville de 9 millions de personnes, en plus de Wuhan et des 56 millions de personnes qui étaient déjà mises sous quarantaine. Donc vous vous rendez compte, on atteint des actions qui sont absolument très très fortes, qui sont massives, qui sont majeures. Et donc là, on n'est pas dans le bien trop peu, bien trop tard. C'est peut-être trop tard, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on soit dans le bien trop peu. Et les autorités chinoises ont l'air de prendre des mesures d'exception. Et ces mesures d'exception, évidemment, elles ont un coût. Mais alors, il n'y a pas que le coût, financier. Vous allez voir, on va regarder un petit peu, on va réfléchir ensemble à un certain nombre de choses. Et donc, notamment, je voulais vous parler des impacts sociologiques de la peur. Alors, la peur, par définition, ça fait très peur. Et quand on a très très peur, il y a un phénomène qui se passe et qui est le fait que la peur, c'est un mécanisme de sauvegarde. La peur, c'est un mécanisme génétique que nous avons tous en nous et qui fait que nous sommes là aujourd'hui, parce que c'est parce qu'on a peur qu'on passe d'abord une tête en dehors de la caverne, qu'on y va très prudemment, parce qu'on a très peur de quoi? De faire une mauvaise rencontre avec un prédateur. Et donc, notre million d'années de génétique vient se tamponner, vient se fracasser sur les 40 années de politiquement correct, d'idéologie bien pensante, etc., que tout le monde peut avoir. Et c'est pas le souci. Simplement, on voit bien que vous avez aujourd'hui, et je prends notamment le cas du racisme anti-asiatique qui s'exprime, et je pense qu'il y a une grande erreur d'analyse à ce niveau-là. On n'est pas du tout dans du racisme, on est dans de la peur. Et dire à quelqu'un qu'il a peur, qu'il est un affreux raciste, parce qu'il a peur d'un asiatique qui pourrait potentiellement, parce qu'aujourd'hui le virus vient d'Asie, et que donc tout ce qui peut de près ou de loin ressembler à un asiatique en goguette ou en voyage avec ses valises qui sortiraient de l'aéroport avec marqué Air France ou Air China sur sa valise, évidemment ça fait peur. Alors vous pouvez expliquer à ces gens que c'est pas bien, vous pouvez expliquer à ces gens que c'est raciste, qu'on n'a pas le droit de pointer du doigt un asiatique avec sa valise en lui disant vous ne serez pas entendu. On n'est pas audible. Parce que en fait, je pense que c'est pas la bonne manière de faire. Vous voyez bien que d'un côté, on a du politiquement correct, de la bien-pensance, puis des bons sentiments. C'est pas le problème, c'est des bons sentiments. C'est bien de ne pas être raciste, c'est pas le sujet. Et puis de l'autre côté, on a une peur viscérale, génétique, je dirais même, qui vient du fin fond du réflexe de survie de tout être humain, qui a besoin de se protéger. Et donc, on ne va pas régler ce problème-là en, évidemment, disant et en pointant du doigt simplement le méchant raciste qui n'a pas envie d'être assis à côté de l'asiatique. Ce ne sont pas, à mon sens, des comportements racistes, ce sont avant tout des comportements de peur. Et la peur, on ne la combat pas en disant c'est pas bien, t'es raciste. On va la combattre comment? Eh bien, tout simplement en rationalisant. Et en rationalisant, en expliquant d'abord qu'on n'est pas démuni, ensuite qu'il y a des plans, qu'il y a quand même de la médecine, qu'il y a des statistiques, que tout le monde ne meurt pas, que même si c'est très dangereux, même si c'est bien embêtant, même si c'est terrible, même si c'est tout ce qu'on veut, il y a une expression que je n'aime pas trop mais qui est réelle, des raisons d'espérer, il y a des plans et qu'on a tout un tas de choses sur la gamme des possibles et des réactions collectives avant d'arriver à une catastrophe. Je vous prends par exemple l'exemple du déploiement des masques. Effectivement, si Pierre, Paul ou Jacques, de manière individuelle, mettent un masque, ça peut éventuellement les protéger s'ils en ont, à condition que ce soit, vous savez, les FFP2, machin, etc. Et pas les masques de chirurgiens, blablabla. Mais imaginez qu'à un moment donné, parce que l'épidémie s'étend, tout le monde se mette à porter des masques distribués par le gouvernement, etc., etc. Ça peut être de nature à ralentir l'épidémie. De la même manière, vous avez la mise en quarantaine possible, qui est de nature à ralentir l'épidémie. Vous avez quand même un certain nombre de moyens hospitaliers, médicaux, etc., qui sont de nature à ralentir l'épidémie. Vous avez les chercheurs dans le monde entier qui sont en train de travailler pour chercher, pour trouver des médicaments qui vont être de nature à ralentir les symptômes, etc., etc. Donc, nous ne sommes pas démunis
Et il ne faut pas forcément paniquer. Ça n'empêche pas que dire aux gens n'ayez pas peur et soyez pas racistes, c'est pas des arguments. Et que justement pour combattre la peur, il faut avancer des arguments en disant on n'est pas démunis. Et il faut également, et ça c'est mon point de vue, mettre les gens dans l'action. Et ce que l'on est en train d'assister, c'est que quand on rend les gens passifs, quand on les empêche d'être dans l'action, quand on ne les prépare pas, quand on ne leur explique pas, au contraire, préparez-vous, organisez-vous, structurez-vous, vous allez voir, voilà ce qu'il va falloir faire, voilà comment on va s'y prendre en tant que gouvernement, voilà comment nous allons faire si jamais nous sommes confrontés à une pandémie qui était grave sur notre territoire, voilà comment nous ferions. Et quand on explique ça, eh bien, évidemment, on va beaucoup réduire la peur. Ensuite, cette peur dont sont victimes les gens au sens large, asiatiques, est évidemment une peur qui est aussi liée au fait que dans beaucoup de pays, on a arrêté rapidement les liaisons aériennes et pas en France. Donc évidemment, comme on n'arrête pas les liaisons aériennes en France, mais qu'on les arrête ailleurs, vous avez là bien des injonctions qui sont des injonctions contradictoires. On vous dit « soyez pas raciste et n'ayez pas peur ». Mais vous ne pouvez pas ne pas être raciste sans avoir peur en fait, ou inversement. Donc c'est pas possible, on vous demande quelque chose de complètement impossible. Et donc si les gens ont peur, c'est aussi parce que le gouvernement, par sa communication qui consiste à dire « les masques ça sert à rien » et à ne pas couper les lignes aériennes, eh bien a évidemment contribuer à alimenter la peur. Quand vous avez la ministre de la Santé qui explique que les masques ne servent à rien et qu'il n'est pas possible de fermer les frontières et de contrôler les gens, elle fait peur parce qu'elle renvoie en fait à son impuissance, elle met en scène sa propre impuissance de dirigeante et d'autorité, et donc elle perd toute autorité, et donc elle déclenche la peur, et elle déclenche les réflexes de peur, puisque les gens se sentent livrés à eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas sous une autorité bienveillante, dirigeante, et qui a les capacités et les moyens d'action. Vous n'avez pas ces peurs-là aujourd'hui en Russie, puisque Vladimir Poutine, lui, il a fermé toutes les frontières et supprimé toutes les liaisons aériennes. Donc, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que quand on est confronté à cette peur, et quand une peur viscérale prend une population, bien évidemment, tout le vernis social, sociétal, tout le vernis de la bonne éducation, etc., tout ça, ça s'envole, ça s'explose, et ça s'envole ça vole en éclats. Et ça fait une phrase qui est une petite citation comme ça, mais c'est ce qui sépare la civilisation du chaos, c'est 3 jours, c'est-à-dire à peu près 9 repas. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas mangé pendant 3 jours, vous êtes déjà beaucoup moins bien éduqué, beaucoup moins bien sympathique et beaucoup moins poli avec votre voisin. Et donc, on en arrive justement aux erreurs de communication. C'était ce que je vous disais, les erreurs de communication d'Agnès Buzyn. Porter un masque, ça sert à rien, alors que si on avait dit à tous les gens qui se descendent de l'avion, portez un masque, comme ça vous êtes sûr de protéger les autres, on n'aurait sans doute pas déclenché le même réflexe de peur, et donc on n'aurait pas eu le même racisme. Et puis, que tout le monde se rassure au sujet du racisme, une fois que tout le monde sera malade, le virus, lui, il ne fait pas du tout de distinction de genre, d'orientation sexuelle, de votre positionnement sur la palette des couleurs des êtres humains et de l'humanité. Il s'en fiche complètement, blanc, noir, bleu, jaune, vert, rouge, fluo, lesbienne, transsexuelle, pas transsexuel, lesbien ou hétérosexuel. Rassurez-vous, nous serons tous logés à la même enseigne face à ce genre de virus qui évidemment s'attaque à tous sans distinction de quoi que ce soit. Donc il n'y a pas plus égalitaire que le coronavirus, que tout le monde et que tous les bien-pensants soient bien rassurés. Nous sommes bien tous égaux devant la mort. Donc comment répondre à la peur? En parlant à l'intelligence, en rationalisant, évidemment en mettant les gens dans l'action, en évitant les faux arguments de propagande qui sont contre-productif quand on est dans un contexte de peur. Donc quand on est dans un contexte de peur viscérale, véritable, c'est pas encore le cas, mais ça pourrait venir, on laisse tomber la propagande, on laisse tomber la langue de bois politique et politicienne habituelle, et évidemment on dit la vérité aux gens, et c'est quand on dit la vérité aux gens, et que cette vérité elle semble effectivement plus cohérente, que on calme les choses et qu'on peut, à mon sens, maîtriser une situation qui peut être anxiogène et angoissante. Alors justement, anxiogène et angoissante, quand on regarde la courbe, donc cette courbe-là, elle vient de là, elle vient de ce site, c'est évidemment
l'envolée des cas. Et comme vous voyez ici, ça c'est les cas en Chine. Et ça, ce sont les cas dans le reste du monde. Ce qu'il faut, là, vous le verrez pas bien, mais ça tend vers zéro, mais en réalité, là, c'est en train de décoller. Donc, les 15 prochains jours vont être absolument cruciaux pour voir ce qu'il se passe et pour voir si les mesures de confinement qui sont prises, y compris de confinement de la Chine par rapport au reste du monde, vont être des mesures efficaces et qui vont permettre de ralentir considérablement l'expansion de l'épidémie. Alors, coronavirus, il y a plein de choses que nous ne savons pas. Et donc ça, c'est les choses dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo, n'est-ce pas? Je ne vous en parlerai pas. Je ne vous parlerai pas des études médicales qu'il y a dans The Lancet, qui est une grande revue scientifique. Je ne vous parlerai pas non plus des études qu'il y a dans The New England Journal of Medicine, également une grande publication scientifique. Je ne vous parlerai pas des séquences du gène du HIV qui sont dans le coronavirus. Je ne vous parlerai pas du laboratoire P4 de Wuhan. Je ne vous parlerai pas non plus de tout ce que l'on ne sait pas encore et que l'on ne veut pas qu'on sache, que nous ne voulons pas que nous ignorions, que nous sachions qu'il ne faut pas en parler. Donc je ne vous parlerai pas de tout ça. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'en réalité, quand on regarde, nous ignorons beaucoup de choses. Il y a eu un professeur qui a parlé, qui a fait une interview sur France Télé, sur le site France Info TV, et son interview est excellente. Elle n'est pas excellente parce qu'il fait de la propagande, mais elle est excellente parce qu'il dit à peu près la vérité. Et la vérité, elle tient en certaines choses. En fait, en deux choses. Il y a ce que l'on sait et il y a ce que l'on ne sait pas. Et ce que l'on sait, on le sait, mais ce qu'on ne le sait pas doit nous conduire à une forme d'humilité et de principe de précaution. Alors, on a rapatrié un certain nombre de nos compatriotes et ce rapatriement a été bien fait. C'est-à-dire que quand vous regardez un petit peu les choses, le premier rapatriement qui a été fait a priori sur des gens et de compatriotes qui ne souffraient d'aucun symptôme et qui avaient l'air en parfaite bonne santé. Ce sont ceux qu'on a mis dans le village vacanciel du côté de Carry-le-Rouet. Et puis, vous avez... et donc là, ils étaient tous dans un avion qui était un même avion, et vous savez, qui était un avion normal, monocouloir. Et puis, vous avez eu la deuxième arrivée aujourd'hui, dimanche, et cette deuxième arrivée, il y a des gens qui avaient des symptômes, et on les avait fait voyager dans un Airbus A380, qui est un avion qui a plusieurs étages, plusieurs compartiments, etc. Et donc, qui permet évidemment de scinder les typologies de personnes. Et on les a fait arriver sur un site où vous avez une école d'officiers, où il y a des sas de décontamination qui ont été installés, etc., etc. Donc, on peut dire que le principe de précaution, aujourd'hui, il est pleinement efficace, effectué, et qu'on sait traiter une menace chimique, nucléaire ou évidemment bactériologique, et qu'on est là sur une menace bactériologique, et que le site qui a été choisi pour les gens qui semblaient présenter des symptômes était un site qui est une école d'officiers et qui répond à un certain nombre de critères, et ça n'a pas été fait par hasard, et ça a plutôt été bien fait. Et donc vous me connaissez, je suis pas de nature à être indulgent avec nos dirigeants et nos mamamouchis. Autant je pense que Madame Buzyn, dans sa communication, a commis des erreurs qui sont assez catastrophiques et qu'elle ferait bien de vite être recadrée là-dessus techniquement, parce que ça peut être très grave en termes de confiance et de panique, et ça c'est jamais bon. Mais en revanche, dans les faits eux-mêmes, et les décisions qui ont été prises et la manière dont a été organisé le rapatriement de nos concitoyens, je trouve que c'est plutôt bien organisé, et a priori avec des risques maîtrisés, parce que c'est très risqué, mais le risque a l'air vraiment d'être pris en compte. L'État a mis les moyens, a mis l'organisation, la structure, et c'est plutôt intéressant de voir ça, parce que ça, c'est plutôt rassurant de voir la manière dont ça a été piloté. Reste à voir après ce qu'il va se passer, et la manière dont les semaines qui viennent vont être gérées, et voir aussi si nous allons avoir des pics épidémiques ou une augmentation importante des cas de coronavirus en France, sur le territoire national, alors que maintenant, les flux de touristes sont considérablement taris. Et là, pareil, tout à l'heure, je vous disais que ça faisait très peur, mais vous savez qu'il y a des millions de touristes, et notamment chinois et asiatiques, qui viennent visiter la France, le musée du Louvre, Versailles, etc., et que
tous ces gens-là, fallait aussi être en mesure de pouvoir les rapatrier. Et donc, tout ça, ça s'organise et c'est ce qui explique aussi en partie que ça a été relativement lent et peut-être plus long en France de cesser un certain nombre de vols que dans d'autres pays. Mais voilà, il fallait aussi rapatrier un certain nombre de Chinois qui sont en France, qui étaient en voyage en France, qui sont en France et qui ont besoin de rentrer chez eux tout simplement parce qu'ils sont chinois et pas français. Donc les conséquences économiques. Alors les conséquences économiques, ce que vous voyez ici, c'est le cours du fret. Donc le cours du fret maritime s'effondre. Il a baissé de moitié depuis le début du mois de janvier. On était à plus de 800, 900. On est à moins de 500. Le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq, tout ça s'est orienté en rouge. Le pétrole s'effondre. Évidemment, l'or, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, monte beaucoup parce que face au coût terrible de cette pandémie, la seule solution sera l'injection monétaire et l'utilisation de la planche à billets, évidemment, pour compenser ces effets économiques. Mais ce n'est pas tout, évidemment. La Chine, c'est l'usine du monde. Et donc cette usine du monde, eh bien, elle est en train de se couper du monde. Et puis il n'y a pas que la Chine, parce que la Chine, elle a des voisins. Elle a des voisins que sont l'Inde, un immense pays, qui est la deuxième usine du monde sur le textile, etc. Beaucoup de textiles, beaucoup de mobilier provient d'Inde. Vous imaginez bien que dans ce pays également d'1,5 milliard, enfin 1,3 milliard ou 1,4 milliard d'Indiens, avec un système de santé et une hygiène qui ne sont pas forcément, on va dire, au top, eh bien on peut avoir un désastre sanitaire si jamais le coronavirus chinois, évidemment, arrive en Inde de manière massive, et vous avez plusieurs cas en Inde. Pareil avec le Japon qui a plus de 20 cas aujourd'hui, et le Japon qui est également un grand pays industriel. Hong Kong, on n'en parle pas. Le port de Shanghai en Chine, qui lui irrigue le monde entier de chinoiseries et de containers. Vous voyez, globalement, aujourd'hui, 90% de tout ce qu'on achète est produit en Asie. En Asie au sens large, et j'inclus l'Inde, le Japon dans cette zone asiatique. Si cette zone asiatique arrête de livrer, parce que cette zone asiatique est malade, nous n'aurons plus rien. Donc ça va extrêmement loin. Apple a fermé ses magasins. Enfin, si vous voulez, la Russie a fermé ses frontières terrestres, la Mongolie aussi. Donc plus rien ne rentre, plus rien ne sort par les frontières terrestres de la Chine. Donc on va vers quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est tellement compliqué que le FMI d'ailleurs est inquiet. La dernière fois, en 2009, quand il y avait eu la grande crise, on va dire entre 2007 et 2009, Christine Lagarde disait ceci n'est pas un krach quand elle était à la tête du FMI. Aujourd'hui, le FMI ne dit pas du tout ça. Le FMI dit ouais, c'est quand même compliqué, ça va dépendre de la durée de la crise. En fait, quand est-ce que la Chine, là, elle est en train de s'éteindre, mais quand est-ce qu'on rallume la lumière? Quand est-ce qu'on refait partir les usines? Et donc, il est là le principal point économique à surveiller. Donc, évidemment, ça va avoir un impact, mais l'impact n'est pas du tout le même si la Chine est fermée pendant 15 jours, pendant 3 semaines, ou pendant 6 mois, ou pendant 1 an, ou si évidemment la Chine ne se rallume pas. Donc vous voyez bien que, et puis pareil, est-ce que l'épidémie va rester cantonnée globalement à la Chine, ou est-ce que l'épidémie va s'étendre à l'Inde, au Japon, au Bangladesh, à l'Afrique, etc., etc. Et auquel cas, vous allez avoir des ruptures d'approvisionnement sur plein de choses. Vous allez avoir des sociétés impactées de manière considérable. Vous allez avoir des problèmes au niveau de la grande distribution. Tous vos magasins, qu'est-ce qu'ils vont avoir à vendre? D'accord? La Foire Fouille, les Jiffy, les Actions, les Auchan, tout ce qui est en dehors de l'alimentaire et des produits frais sont des produits qui globalement viennent de l'étranger et viennent d'Asie. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, logiquement, les marchés financiers vont accélérer leur chute. Les injections monétaires commencent en Chine avec 1200 milliards. La croissance économique va s'effondrer. Et donc, nous allons voir, si jamais ça dure, d'ici, on va dire, 1 semaine à 10 jours, les premières mesures de chômage partiel, tout simplement parce qu'on est dans une économie du juste à temps. Et l'économie mondialisée du juste à temps, eh bien, c'est qu'on n'a pas de stock. Donc, à un moment donné, si les pièces qu'on met dans le produit numéro tant, elles n'arrivent plus de Chine, eh bien, on est obligé d'arrêter notre usine ici. On est obligé d'arrêter notre usine là-bas.
Et donc c'est comme ça que toutes les usines en Chine petit à petit sont en train de s'arrêter et que l'économie chinoise est tout simplement en train de s'éteindre et de passer à l'arrêt. Et donc aujourd'hui c'est 20% globalement du PIB mondial, mais en réalité c'est beaucoup plus. La Chine c'est la première économie en net de dette, ou la deuxième économie si on ne prend pas en considération l'endettement, et donc les États-Unis sont encore devant. Mais l'économie chinoise, c'est évidemment une économie de premier plan. Vous retirez l'économie chinoise de l'équation économique planétaire, et je vous assure que les choses vont être assez compliquées à gérer pour tout le monde. Donc évidemment, n'oubliez pas, on est dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc ça c'était pour les conséquences sociales, on en a parlé un petit peu, les conséquences économiques, on vient de les évoquer. Alors vous avez également les conséquences politiques. Alors mettez-vous à la place du chinois, j'ai peur du parti communiste chinois et du camarade commissaire politique qui est derrière mon dos, mais enfin si j'avance, j'ai le virus. Donc je sais pas moi, je meurs parce que c'est le camarade commissaire politique qui me tire une balle dans la tête, ou je meurs parce que je me fais contaminé et infecté par un virus que pour le moment on ne sait pas soigner. Donc évidemment, politiquement, si vous voulez, c'est de nature à changer considérablement la stabilité chinoise, et c'est un vrai sujet. Donc on entend certains témoignages qui rapportent que évidemment la Chine peut, non pas craquer, mais en tout cas, voilà, il y a des tensions politiques extrêmement fortes. Dans le monde, explosion du vernis social sous la pression de la peur, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, une demande de plus de transparence versus plus de propagande, ça c'était par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, et puis la démocratie versus la dictature pour maîtriser une épidémie. Et ça, c'est une idée qui est très importante, c'est-à-dire que si jamais la situation devient vraiment très compliquée, eh bien les mesures que vous devez prendre, elles sont tout sauf démocratiques. Et elles peuvent même revêtir parfois une violence qui pourrait sembler insupportable en temps de paix ou en temps de santé normale, mais qui, pour la sauvegarde de la nation, de l'espèce, etc., peuvent être des mesures nécessaires, bien que très violentes. Et donc ça va poser peut-être un vrai sujet. Alors, pas aujourd'hui en Europe, mais en tout cas, ça le pose aujourd'hui en Chine, et même en Asie, et même à Hong Kong, où vous avez des Hongkongais qui ont protesté contre un centre de quarantaine qui devait être installé dans leur quartier. Ils en voulaient pas, ils voulaient pas avoir les gars contaminés chez eux, et donc évidemment, on leur a envoyé les gros bras avec les matraques pour leur faire rentrer de force l'idée que le centre de quarantaine serait bien chez eux, et donc c'est évidemment aussi la matérialisation de toutes les tensions qui pouvaient être rentrées, qui pouvaient être cachées, et je vous renvoie à ce que je vous disais sur la peur et le racisme, etc. Donc évidemment, toutes les tensions rentrées vont être exacerbées ou peuvent être exacerbées par les peurs et par les craintes. On touche ici, quand on parle de menaces bactériologiques, on touche ici à quelque chose qui est extrêmement tribal, qui est extrêmement instinctif. On parle même de pestiférés, n'oubliez pas les grandes épidémies de peste. Et donc le pestiféré, on se fiche de savoir quelle est sa couleur, quelle est son origine, etc. Mais il est pestiféré, on ne veut pas le toucher, on ne veut pas s'en approcher. Et évidemment, on le met à l'écart et on le met à l'index parce qu'il peut représenter un danger vital de par les virus ou les pathogènes qu'il peut porter. Alors, je suis presque gêné d'en parler, mais je vous avais dit dans une précédente vidéo intitulée « Y aura-t-il un crack pour Noël ?» qu'il n'y aurait pas de crack pour Noël. Et je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de crack pour Noël, mais qu'on aurait sans doute, vraisemblablement, voire même très certainement, une consolidation au premier trimestre 2020 et très probablement plutôt au mois de février. Voilà, fin janvier, début février, au mois de février, c'était une bonne date, c'était un bon moment pour faire une consolidation. Je pensais très sincèrement que cette consolidation aurait plutôt à voir avec une montée des tensions qui aurait continué en Iran. Bon, eh bien écoutez, je me suis trompé, non pas sur la consolidation sur les marchés, non pas sur le timing et le moment qui est bien en février, mais je me suis trompé sur la cause, sur le prétexte qui est effectivement cette épidémie de coronavirus et pas les tensions américano-iraniennes dans le Golfe Persique.
Ce mouvement de correction, comme il était attendu et que je l'attendais, j'ai donc travaillé ma lettre stratégie du mois de janvier sur un certain nombre d'actions, ce que j'appelle les actions obligations, à acheter sur un mouvement de correction. C'est-à-dire que si les marchés baissent, vous avez des super actions qui versent des rendements qui sont supérieurs à 3%, parfois même 5 ou 6,5%, qui sont de belles actions, dont les entreprises ne sont pas endettées, qui ont une bonne visibilité, donc qui sont des actions intéressantes à mettre en portefeuille, surtout si elles perdent 20 ou 30%, parce que derrière, vous êtes à peu près sûr qu'elles vont les retrouver, même si ça met quelques mois. Donc c'est une bonne idée, non seulement d'acheter ces actions qui ont du gros rendement, puisque plus elles vont baisser, plus le rendement va monter, et puis qu'évidemment, c'est une raison de plus, si vous voulez, pour qu'elles soient réachetées derrière, puisqu'évidemment, une action qui verse du 10 ou du 15% de rendement parce qu'elle a perdu la moitié de sa valeur alors qu'avant elle versait du 6 ou 7, eh bien évidemment c'est une super affaire dans un monde de taux négatifs. Donc quand la situation se calme, eh bien évidemment on peut acheter ces actions. Donc j'avais préparé cette superbe lettre stratégie là consacrée aux actions obligations à acheter lors d'un mouvement de correction. Donc on va dire, allez, quand ça perd 20-30%, vous achetez ces actions là, enfin une sélection de ces actions là. Elles sont éligibles en général au PEA, donc fiscalement c'est convenable, et puis vous attendez tranquillement, vous prenez et le rendement et éventuellement une plus-value, et donc vous boostez un petit peu la rentabilité globale de votre patrimoine financier. Encore une fois, quand on achète des actions, on ne met pas tous ses sous dedans, mais voilà, si vous avez 100 000 euros et que vous mettez 10 000 euros et que sur ces 10 000 euros vous faites 20% de plus-value, eh bien c'est-à-dire 2 000 euros sur 10 000, eh bien si vous avez un patrimoine global de 100 000, vous fait 2% sur le patrimoine global en plus. Donc voilà, vous boostez en prenant peu de risques sur la totalité de votre patrimoine, vous pouvez booster la globalité du rendement de votre patrimoine. Donc c'est évidemment ce genre d'approche de risque qu'il faut avoir. Donc j'avais travaillé là-dessus. Sauf qu'évidemment, j'ai rajouté tout un chapitre de tout ce que je ne voulais pas évoquer et dont je ne vous parlerai pas ici. Je vous en ai parlé évidemment dans cette lettre stratégie, puisque ce sont des sujets, si on les aborde comme ça, on risque d'être un petit peu embêté sur les chaînes YouTube, Twitter, etc. Bon, voilà, c'est pas, faut être capable de pas exprimer absolument tout de manière très très claire. Donc moi je vous en ai parlé là-dedans, mais c'est pas le sujet principal. L'idée c'était de vous dire voilà, j'avais prévu cette correction, j'avais travaillé sur comment gagner de l'argent sur cette correction, je n'avais pas évidemment idée du sujet qui servirait à la correction, et donc c'est un sujet qui est assez dramatique, et se retrouver à dire acheter des actions parce que ça va beaucoup baisser alors qu'il y a des gens qui meurent. Humainement, c'est pas forcément extraordinaire. Pourtant, finalement, je vais vous dire, si on pousse la logique, c'est à espérer que ça baisse bien, qu'on puisse acheter, faire une bonne affaire et que les choses repartent comme normalement, parce que si ça repart pas et si les marchés ne repartent pas, c'est qu'on n'a pas envie on n'a pas envie que ça se passe comme ça, parce que si les marchés ne repartent pas, ça veut dire que les nouvelles sont très mauvaises et que ce qui se passe est vraiment très grave, et qu'en réalité on se fiche complètement de l'argent, parce que là on sera dans une notion de réflexe et de survie, et que si les marchés ne repartent pas, c'est que les dieux de chacun nous protègent tous, parce qu'on ne sera pas bien du tout. Voilà. Donc il est à espérer au contraire que ce soit qu'un mouvement de correction, même violent, peut-être même un crack, et puis que finalement après la vie reprenne son cours comme avant, parce que soit ce sera pas aussi grave que ce qu'on pensait, soit on aura trouvé les moyens d'enrayer et d'endiguer l'épidémie, soit on aura su y faire face, soit on aura retrouvé les vaccins et les médicaments, bref, on aura su gérer la situation et limiter évidemment les dégâts humains. Voilà ce qu'il y a à espérer. Alors évidemment, vous avez le droit de me mettre un petit doigt de schtroumpf bleu levé vers le haut. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez le droit de la partager. Vous avez le droit de venir vous inscrire sur le site insolentiae.com. Pour ceux qui sont intéressés par la lettre stratégie, c'est directement insolentiae.com/boutique, et vous pouvez aller sur la lettre stratégie ou tout simplement sur l'article sur l'édito du jour. Il y a toujours un lien pour aller vous abonner aux lettres stratégie. Et puis d'ici là, je vous souhaite évidemment une très belle et une très
très bonne semaine. Prenez soin de vous, c'est vraiment d'actualité. Soyez prudents, soyez vigilants, surveillez bien les infos et les actualités parce que j'ai tendance à croire que les 15 prochains jours, les 10 à 15 prochains jours vont être vraiment critiques pour bien visualiser et voir ce à quoi nous sommes confrontés. Et si c'est grave, vraiment embêtant, s'il va y avoir de gros impacts économiques ou si c'est plutôt du H1N1 et que c'est une grande crainte, une très grande peur, mais que finalement c'est moins grave qu'attendu, moins grave que prévu, avec plus de moyens d'action que ce qu'on pouvait imaginer. Le pire n'est jamais sûr. Espérons que ce ne soit pas le pire. Espérons le meilleur. Merci les amis, merci pour votre attention. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir.